Jour après jour, semaine après semaine, depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les droits de douane sont au cœur de l'actualité internationale. Vendredi dernier, le président d'extrême droite annonçait l'augmentation des barrières douanières pour des dizaines de pays, 35% pour le Canada, 40% pour la Syrie, même 50% pour le Brésil. La guerre commerciale mondiale commence. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'on va un peu détailler les différentes augmentations des droits de douane, Oui. et d'abord expliquer ce que ça peut avoir comme conséquence, et surtout pourquoi c'est taux sur ces pays. Mais avant, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel? Je sais que Sarah Nedjar, donc, qui d'habitude présente l'international, te pose un peu tout le temps la question sur qu'est-ce que ça change concrètement cette augmentation des droits de douane, parce qu'on a un peu l'impression que c'est des grands responsables, des grands milliardaires qui s'échangent des formalités. Quel impact concret ça a sur les gens, ces augmentations de droits de douane? Alors, un droit de douane, en fait, c'est une taxe, donc c'est un impôt. Donc là, en l'occurrence, quand on prend Union européenne, États-Unis, il y a un accord, qui n'est pas un accord, qui est un protocole d'accord, mais qui va être finalisé, c'est que les produits européens seront taxés à hauteur de 15% quand ils rentrent sur le marché américain. Donc c'est une taxe à l'importation pour les États-Unis, à l'exportation pour ceux qui exportent. C'est-à-dire qu'une bouteille de vin qui coûte 20 euros, enfin en dollars, peu importe, elle coûtera 15% plus cher. Donc ça rend les produits importés plus chers pour le consommateur américain. Ça érode la capacité d'exportation. Je prends le vin, parce que j'ai entendu ce matin sur une radio que la filière estimait que son chiffre d'affaires allait chuter de 25%. Ah oui. Donc, vendront moins aux États-Unis. Est-ce qu'ils seront en capacité de vendre et d'écouler sur d'autres marchés? C'est une autre question. Mais bon, en tout cas, augmentation des prix pour les consommateurs américains, ça c'est certain. Et érosion de l'écoulement des exportations pour les secteurs français, allemands, voitures, vins, pharmaceutiques. Et donc, risque de récession économique, de suppression d'emplois. Avant qu'on détaille les différentes augmentations des droits de douane, etc., peut-être un point sur toutes ces... Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Toutes ces négos, ces menaces de on augmente, finalement on baisse, il y a une escalade douanière. Ça veut dire quoi? C'est le symbole de quoi? Oui. À Donald Trump, alors encore une fois, je répète, quand je dis Donald Trump, c'est Donald Trump toujours et une partie des élites. C'est pas Donald Trump seul qui décide que. Une partie des élites états-uniennes estime que la mondialisation capitaliste qu'ils ont promue après la fin de la guerre froide se fait désormais à leurs dépens. C'est-à-dire qu'il y a eu le pari à un moment que, notamment sur la Chine, qu'on allait permettre à la Chine de rentrer dans le commerce mondial, donc avec l'intégration dans l'OMC, l'établissement de règles communes, libre-échange, on baisse les taxes, que la Chine allait devenir un peu, allait se développer économiquement, et que, avec deux effets. Un, le développement économique mènerait à une libéralisation du pays. C'est ça le pari des élites américaines dans les années 90. Donc ils vont devenir un peu comme nous, quoi. Ils vont se développer, ils vont devenir une démocratie libérale à l'occidentale. Et deux, ils vont rester l'atelier du monde à faire des produits basiques, les trucs qu'on a dans la vie de tous les jours. Bon. Sauf que les deux, ça n'a pas conduit à ça, les deux. Et notamment, la Chine est montée en gamme. Est montée en gamme sur des tas de trucs, y compris maintenant sont devant sur les marchés porteurs futurs de l'électronique, les panneaux solaires, les voitures électriques, exactement. Voilà. Et donc, une partie des élites dit, bon, bah là, on a mal calculé quelque chose. Donc, la Chine est un concurrent stratégique, un rival stratégique pour notre domination, pour notre hégémonie au XXIe siècle. Au XXe siècle, c'était l'URSS. Maintenant, c'est la Chine. Donc, il faut qu'on change les règles. Les règles qu'on a imposées à tout le monde jouent maintenant contre nous. Et en fait, moi, je fais un parallèle avec ce qui se passe aussi dans la diplomatie mondiale. Marco Rubio, le secrétaire d'État états-unien, a dit devant le Congrès les règles de 1945, c'est-à-dire les règles du multilatéralisme, la création de l'ONU, de toutes les agences ensuite liées à l'ONU, sur la faim, la FAO, la culture, l'UNESCO. Toutes ces règles du multilatéralisme jouent contre nous. Donc, on va s'affranchir de ces règles et on va redéfinir les règles à notre seul intérêt. Alors, attention, Trump n'est pas un isolationniste, c'est-à-dire il ne propose pas que les États-Unis se retranchent sur leur aventin et ne s'occupe plus des affaires du monde. Au contraire, on le voit bien, il s'occupe des affaires du monde tous les matins. Mais il veut redéfinir les règles à leur usage exclusif. Et sur le libre-échange, je termine là-dessus ma réponse. Elle est importante, je trouve qu'elle est importante. Donc ça permet de bien comprendre après tout ce qu'on va dire ensuite. Voilà. Trump n'est pas contre le libre-échange.
contraire. Il est contre le libre-échange à usage unique et à sa seule faveur. Parce que s'il était contre le libre-échange, il ne permettrait pas aux produits américains d'être exportés vers l'Europe à 0%. Parce que c'est ça le deal, en fait, entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est que les produits européens vont être taxés à 15%, mais les produits américains à 0%. Donc Donald Trump n'est pas contre le libre-échange, mais un libre-échange unilatéraliste, comme il est pour une diplomatie unilatéraliste partout dans le monde. Donc il y a une cohérence quand même de l'ensemble, au-delà de 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40, 50%, essayer de trouver ce qui est cohérent. Il y a une franco-québécoise dans le chat, donc ça va permettre de nous attarder au premier droit de douane dont je voulais parler. La personne nous dit je suis franco-québécoise au Canada, ça tient bon, le tournant du gouvernement suite aux douanes est au protectionnisme canadien et le tourisme a chuté en flèche dans les régions où les gens allaient en vacances, petits exécuteurs ça et là. Parce qu'effectivement, le Canada, donc c'est 35% de droits de douane pour le Canada. Pourquoi 35%? Pourquoi le Canada est visé par Donald Trump et les élites qui organisent tout ça? Alors, le Canada est l'un des principaux partenaires économiques les trois principaux partenaires économiques des États-Unis, exportation et importation. On va parler d'exportation parce qu'en l'occurrence, c'est ce qui compte là. Exportation de biens, encore une fois, je tiens à préciser, parce que Donald Trump s'appuie toujours sur le fait nous avons une balance commerciale déficitaire sur les biens, donc les marchandises, mais il ne parle jamais, et Ursula von der Leyen ne l'a pas rappelé et a validé son discours, ne rappelle jamais la question des services. Parce que les États-Unis, par rapport à l'Europe, ont un excédent commercial. Les services, c'est Google, les GAFAM, pour faire simple. Amazon, Donc, ils ont un excédent commercial de 145 ou 146 milliards. Et donc, les trois principaux exportateurs, c'est Chine, Canada, Mexique. Donc, évidemment, le Canada, c'est... Dans les 90 deals que Donald Trump voulait faire en 90 jours, le Canada, c'est un morceau de choix. Ça a été très, très tendu tout de suite avec le Canada. C'est un peu différent. Je sais que tu vas me poser une question sur le Mexique après. C'est un peu différent avec le Mexique. C'était très tendu. Pas seulement autour des droits de douane, mais avec ce que Donald Trump a mis dans la balance. C'est-à-dire que, une blague, est-ce que c'était une blague ou pas une blague, ou une provocation sur le Canada aurait tout à gagner à devenir le 51e État américain. Bon, évidemment, ça tend un peu un pays. Tout le monde, quand tu dis, bon, finalement, on va vous annexer, vous allez devenir qu'un État ça n'aide pas à la négociation. Et puis, c'est ajouté autre chose plus récemment, c'est que le Canada, via son Premier ministre libéral McCartney, a dit qu'il allait reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU. Évidemment, ça a attendu Donald Trump. Il a dit si c'est comme ça, boum, ça sera 35. D'autres, bon, c'est un peu au doigt mouillé tout ça, mais ça dit quelque chose, encore une fois, de l'intention politique qu'il y a derrière, comme pour le Brésil. Alors, Brésil, Mexique, tu commençais à parler du Mexique, on va aller faire un tour là-bas. Je vous invite à aller lire le papier de Luis Reigada, qui a fait un peu un focus sur le Mexique, parce que le Mexique, il a échappé, pour l'instant, il échappe à l'augmentation des droits de douane. En fait, il échappe pour 3 mois. Je crois que ça a été décalé de 3 mois. Ça s'est fait en échange de quoi? Parce que tu disais, le Mexique est un des plus gros pays exportateurs vers les États-Unis. Il a quand même un rôle extrêmement important. Les relations entre le Mexique et les États-Unis, les États-Unis de Donald Trump sont pas forcément au beau fixe. Comment ça se fait que le Mexique a échappé, en tout cas a fait reculer l'augmentation des droits de douane? Alors, le plus à même d'en parler, ce serait Luis Reigada. Moi, je le dirais de la façon suivante. Les deux ont vraiment intérêt à trouver un accord. Donald Trump a intérêt à trouver un accord sur les droits de douane avec le Mexique parce qu'il veut inclure dedans d'autres choses que les droits de douane. Donc, il va inclure notamment la question des migrants et la question ça s'appelle les précurseurs de fentanyl. Fentanyl, c'est une drogue extrêmement puissante qui inonde le marché américain. Et en fait, ça part des cartels mexicains vers les États-Unis. Enfin, encore une fois, je fais simple. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails. Et donc, il y a les précurseurs, ce qui permet de faire le fentanyl. Et donc, Donald Trump compte, en fait, là aussi pour faire très simple, que le Mexique déporte le problème de la frontière nord, le Rio Grande, à sa frontière sud. C'est-à-dire que bloque les migrants et les précurseurs de fentanyl avant que ça rentre sur le territoire mexicain et que les uns et les autres puissent arriver sur le marché américain. Donc il a intérêt à ça, y compris politiquement, parce c'est un argument qu'il a développé auprès de sa base. Et le Mexique a un intérêt encore plus grand que le Canada à trouver un accord, parce que 83% des exportations mexicaines c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance de l'économie mexicaine au marché américain qui
est, je crois, quasiment unique au monde. Et si jamais demain, il y a un droit de douane de 15% qui est imposé, là, c'est pas la Chine, c'est pas la Suisse, ou c'est pas autre chose. C'est l'économie mexicaine qui est sur le flanc. Donc la présidente mexicaine, qui est une présidente de gauche, qui est très populaire, Claudia Sheinbaum, qui a succédé à AMLO, a intérêt aussi à trouver, donc les deux ont intérêt à ne pas envenimer les choses et à trouver un accord. Donc ils ont préféré se donner 90 jours de répit pour trouver un bon accord. Tu commençais à parler du Brésil. Le Brésil, c'est le pays qui récolte des droits de douane les plus importants, 50%. Dans le même temps, il y a des poursuites qui sont entamées contre l'ancien président Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État. Alors je vous lis un petit passage du communiqué, parce que du communiqué des États-Unis. Les poursuites, donc, contre Jair Bolsonaro menacent la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis. Elle constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour les États-Unis. Comment on explique ça ? Oui, mais ça, c'est toujours... En fait, s'il y a un dirigeant sud-américain qui tient tête, et peut-être même mondial, qui tient tête à Trump, diplomatiquement, c'est Lula. C'est Lula, oui. Voilà. Donc le nouveau président, enfin nouveau, c'est plus... Enfin, nouveau, il est ancien, il est revenu au pouvoir. Enfin, il est la figure centrale de la vie politique brésilienne et sud-américaine depuis 20-25 ans, et la fin de l'allégeance des régimes sud-américains à Trump. D'abord par ses positions dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il ne s'est pas aligné sur les capitales occidentales, et notamment sur Washington, même du temps de Joe Biden. Par sa position très forte sur la Palestine et la dénonciation du génocide à Gaza. Et donc là, il y a une sorte de punition politique infligée. Et en plus, tu rajoutes donc la procédure de la Cour suprême contre l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, où Trump dit qu'il faut que la Cour suprême arrête, que la justice arrête de suivre Bolsonaro, ce à quoi Lula répond dans un entretien qu'il a accordé au New York Times, le premier qu'il a accordé au New York Times, qui voulait parler directement à l'opinion publique américaine, dit « Mais M. Trump, t'es peut-être pas au courant, mais dans notre pays, la justice est indépendante. » Elle l'est de nouveau, parce qu'elle ne l'a pas été avant. Bon, ça c'est encore autre chose. Petit tacle bien senti contre toutes les affaires que traîne Donald Trump et qu'il a échappé quand il est devenu président. Voilà, exactement. Donc il règle... il remet un peu les choses en place. Et donc, c'est clairement une punition politique pour le Brésil. J'ai noté d'autres pays, je ne sais pas sur lesquels tu veux qu'on s'arrête. Inde, 25% d'augmentation des droits de douane. Syrie, Laos, Myanmar, 40%. Alors ça, j'avoue, je ne m'y attendais pas tellement. Comment on les comprend ? Syrie, Laos, Myanmar, 40% d'augmentation des droits de douane, c'est énorme. Et en même temps, ça ne doit pas représenter grand-chose, les importations de ces pays-là vers les États-Unis. Alors, non. Non, clairement, mais je ne sais pas. Honnêtement, je suis incapable de... Et des fois, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc 40%, je ne sais pas. La Syrie, c'est d'autant plus bizarre que Donald Trump avait rencontré à Riyad le nouveau maître de Damas, Al-Shara, sous la houlette de Mohamed Ben Salman, le prince héritier. Donc il y avait une sorte de normalisation des relations, et boum, 40%. Mais bon, c'est pas pour les exportations syriennes. Donc là, j'ai pas d'explication. En revanche, c'est petit, mais par exemple, tu prends un pays comme le Lesotho, il y a un très bon article dans la presse états-unienne là-dessus. C'est petit, le Lesotho, un petit pays, mais qui exporte énormément de jeans. Voilà. Et son économie... De jeans, l'alcool ou les pantalons ? Non, de jeans. Ouais. C'est pas de jeans, ouais. Les pantalons. Voilà. Et donc, une surtaxe de 15%, ça fout par terre l'économie du Lesotho. Ouais. Donc parfois, même à 15% pour un petit pays, on dit c'est pas, mais ça les fout sur le carreau. Inde, 25%, on est encore là dans l'arme politique, puisque alors Narendra Modi est très proche idéologiquement de Donald Trump, parce que c'est un nationaliste. Il est venu à plusieurs reprises à la Maison Blanche, ils ont fait à Miami, mais il se trouve que l'Inde a acheté du pétrole à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, et que ça posait pas problème à Trump, tant que Trump était plutôt ami avec, encore une fois pour faire très simple, avec Poutine, mais que depuis qu'il s'est un peu fâché avec Poutine, alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais ça sera l'objet d'un autre Twitch une autre fois, c'était qualité en mars, défaut en août, donc tu achetais du pétrole russe, c'était bien, maintenant ça n'est plus bien, donc boum, 25% pour eux. Alors là on est sur une autre affaire quand même, parce que l'Inde, c'est par exemple le premier pays exportateur de produits pharmaceutiques aux États-Unis. Le deuxième étant la Suisse. Ah ouais, ça et oui, les laboratoires suisses. Ouais. Et oui. Il n'y a pas que les horloges, il y a aussi... Voilà. Et donc là, c'est 39%. Donc là, les Suisses ne savent plus où ils habitent.
Donc attends, tu veux dire que 39% des médicaments qui viennent... 39% droit de douane de 39% sur les produits imposés à la Suisse. D'accord. Voilà. Donc la Suisse ne l'a pas vu arriver. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, ça veut dire, par exemple, que les produits pharmaceutiques sur le marché américain vont exploser, comme si les dépenses de santé n'étaient pas encore assez importantes. Ouais, ça veut dire que soit elles seront beaucoup plus chères, soit il y aura peut-être des pénuries aussi de médicaments. Elles vont être... Non, le prix va mécaniquement augmenter. On ne sait pas, on va voir, ça rentre en vigueur le jeudi, le 7. Pour certains pays, je crois que c'est le 6, d'autres c'est le 7, je crois. J'ai vu dans ton papier hier... Non, ah oui, j'ai dit ça. Je sais plus. Ou dans un autre papier, je sais plus. Bref, ça arrive entre aujourd'hui et demain en vigueur. Un pays dont on n'a pas parlé, qui pourtant était central quand on parlait des droits de douane, c'est la Chine. Je rappelle, les dernières négociations, on avait assisté à une escalade un peu folle où il y avait 145% de taxes supplémentaires des produits chinois qui venaient aux États-Unis, et la Chine avait riposté 125% de droits de douane supplémentaires des produits états-uniens qui arrivaient en Chine. Ça en est où ? Est-ce qu'ils sont calmés ? Alors, ils sont... disons que quand Donald Trump a imposé ses droits de douane sur la Chine a été l'un des seuls pays, enfin quasiment même le seul pays, à riposter. Mais il riposter parce qu'il peut riposter. Une puissance économique mondiale maintenant, avec des tas d'avantages ou des avances dans des tas de secteurs, notamment des terres rares. Et donc, la Chine a riposté de deux façons. D'abord, en disant, tu me taxes à 145, moi je vais te montrer, pas peur, 125. Et puis après, en arrêtant momentanément l'exportation de terres rares vers les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des tas de produits électroniques, des téléphones qui pouvaient plus être... genre lithium, ce genre de trucs. Exactement. Donc c'est aussi un moyen de dire, moi j'ai les moyens de te faire payer. Donc là, jusqu'au 12, ils se sont donnés jusqu'au 12 août. Peut-être qu'il y aura une prorogation du délai avec la Chine, mais clairement, on fait plier l'Union européenne, c'est une chose. Encore, ça c'est encore notre débat aussi. Ouais. Mais justement, c'est peut-être pas mal qu'on revienne sur l'Union européenne, parce que donc il y a un accord qui a été scellé vendredi dernier. Et t'en parlais hier, tu me disais, on voulait nous couper un bras. Finalement, on nous coupe que la main, donc finalement, on s'en sort. Ouais, c'est l'image que j'avais un peu utilisée la dernière fois ici avec Sarah pour. C'est en écoutant votre stream. C'est ça, essayer de trouver une image. En gros, Trump a menacé à l'Union européenne de couper le bras avec des taxes de 30%, et donc l'Union européenne a consenti à se couper la main elle-même avec des taxes de 15%, sachant toujours que ce sont des taxes qui ne sont pas réciproques, hein, donc c'est-à-dire c'est toujours 0% sur les produits. Voilà, donc l'Europe en fait n'est pas une puissance. L'Europe se veut puissance, mais l'Europe n'est pas une puissance parce qu'elle a été la première à s'acheter la paix, mais à s'acheter la paix au prix d'une reddition. En plus avec des promesses d'achat. Ça sera un papier qu'on fera jeudi, qu'écrira Antoine Portolès, qui va me remplacer d'ici 2-3 minutes, sur le fait que ce deal flingue les accords de Paris et les engagements climat de l'Union européenne aussi. Peut-être pour terminer, une dernière question, peut-être un peu pour conclure et pour monter en généralité. Donc on a dit 50% avec le Brésil parce que Donald Trump n'est pas content de la manière dont Jair Bolsonaro est traité. 35% avec le Canada parce qu'il trouve que reconnaître la Palestine en ce moment, c'est quand même pas terrible. L'Inde, la Chine, tout ça. Tu disais tout à l'heure, est-ce que les droits de douane ne sont pas devenus une arme politique pour Donald Trump pour retrouver l'hégémonie qu'il avait. Oui, c'est une arme politique à la fois dans le pari que d'imposer des droits de douane à un certain nombre de pays et de secteurs industriels de pays étrangers. Ça obligera les industriels à réimporter des usines, enfin créer des usines, tu vois l'idée. Plutôt LVMH par exemple, plutôt que d'importer des sacs aux États-Unis, ils vont créer une usine au Texas, ce que d'ailleurs Bernard Arnault va faire localement. Donc c'est de créer de l'emploi par la relocalisation de production. J'ai cherché le mot. Bon, on verra si ça fonctionne ou pas. En général, après il te faut une main d'œuvre, une main d'œuvre qualifiée. Et là, je crois que j'avais lu, ils ne trouvent pas de la main d'œuvre qualifiée. Pour Louis Vuitton notamment. Pour Louis Vuitton, oui, c'est quand même bon. Et après, des secteurs qui sont un peu plus peut-être moins compliqué à effectuer, ça demande de la main-d'œuvre de migrants. En fait, donc son premier objectif, c'est ça, c'est de l'utiliser comme arme politique diplomatique. Et maintenant, ce qui est en train d'émerger, c'est que pour beaucoup de pays,
Les taux sont déjà en vigueur et en gros, on estime que ça va ramener, enfin, c'est pas on estime, ça va ramener des dizaines de milliards de dollars pour l'État, parce que c'est l'État qui va prendre, c'est un impôt, ces taxes, voilà. Et donc là, il y a un débat qui monte sur qu'est-ce qu'on va faire tout cet argent. Tout ce pognon. Ouais, sachant que dans le même temps, ils ont baissé les impôts pour les plus riches lors de leur Big Beautiful loi, Bill, il y a quelques temps. Donc Trump va aussi pouvoir jouer en interne en disant, voyez, moi, j'ai mené la guerre, je fais revenir des emplois aux États-Unis, il va sortir des chiffres mirobolants qui n'existent pas, mais en revanche, on a levé autant de taxes, on va pouvoir redistribuer. Et donc, le débat chez les Républicains, c'est comment on va redistribuer. Je pense qu'ils sont parfois suffisamment malins pour dire, vous voyez, on va faire un peu de politique sociale, tout en ayant coupé aussi Medicare et Medicaid, le système de santé dans la loi. On va vous saupoudrer un peu quelques milliards par-ci, par-là. Donc, ils vont en faire aussi un argument politique intérieur.